Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour docteur Serge Rafale. Bonjour Nicolas. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Réfoy, le magazine de la santé sur Radio J. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le docteur Bertrand Lebeau-Lebovici, médecin addictologue spécialisé de longue date dans la réduction des risques liés à la toxicomanie et l'utilisation thérapeutique des substances psychotropes. Vous êtes notre invité. Bonjour docteur. Bonjour. Pour Merci. votre dernier ouvrage, avec grand plaisir, dernier ouvrage paru, Drogue, la longue marche aux éditions de l'Harmattan. Ce titre qui peut faire allusion à celle de Mao en 1934-1935 et qui résume parfaitement le combat que vous menez depuis des années pour un changement de paradigme, une révolution dans la lutte actuelle totalement inefficace. On va peut-être le voir, contre la drogue et le narcotrafic. Vous nous en expliquez les tenants et les aboutissants et réfléchissez aux alternatives possibles. Mais tout d'abord, c'est la première partie de l'échange, le grand entretien avec le docteur Serge Rafale. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Docteur Bertrand Lebeau, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Vous êtes un de ceux en France qui avait la plus grosse expérience du travail de terrain contre la drogue. Ça a démarré en 1990. Votre expertise nous est donc extrêmement précieuse. Vous nous proposez un ouvrage passionnant et exhaustif duquel j'ai extrait quelques passages qui vont nous permettre de comprendre les raisons, la gravité, la complexité, l'échec du combat contre la drogue, des drogues, devrais-je dire, après la lecture de votre livre, et les pistes de solutions que nous pouvons ou devons envisager et probablement mettre en œuvre. Mais puisque nous sommes dans un magazine médical, je resterai principalement sur le volet sanitaire, tout en sachant qu'il déborde à tout moment sur la politique et la société. Tout le monde a pu constater que le combat mené contre la drogue a abouti à un désastre de santé et de sécurité publique. Oui, je pense d'ailleurs que le dernier événement qui a montré que les problèmes de drogue, en particulier de drogue illicite, de drogue interdite, je dis ça parce qu'aujourd'hui, en France, disons depuis une vingtaine d'années, on considère que le tabac et l'alcool sont certes légales, mais ce sont des drogues. Donc, concernant les drogues illicites, on s'est rendu compte que les problèmes de drogue étaient toujours des problèmes de santé publique avec l'épidémie de sida. Qu'est-ce qui s'est passé pour aller vite avec l'épidémie de sida ? En 1972, au moment où on commençait de nouvelles pratiques de consommation de drogue, les seringues, l'accès aux seringues propres a été interdit. Ça a duré 15 ans, de 72 à 87, et il a fallu tout le courage de la ministre de la Santé de l'époque, Michel Barzac, pour que les seringues soient remises en vente libre. Pendant cette période, et en particulier toutes les années 80, les injecteurs de drogue, c'est-à-dire les gens qui consomment des drogues en les injectant avec une seringue, se contaminaient par partage de seringues. Certains avaient dit que c'était une sorte d'habitude et qu'ils ne changeraient pas de pratique si les seringues étaient mises en vente libre. Ils se trompaient. Ils le faisaient parce que les seringues étaient des objets rares et donc très largement partagés. Et c'est ce partage, ce sont ces pratiques de partage qui ont très largement diffusé le virus du sida parmi les injecteurs et parmi leurs partenaires sexuels. Qui étaient leurs partenaires sexuels à l'époque ? Principalement des femmes, parce que les injecteurs sont principalement des hommes hétérosexuels. Et donc, à partir de cette population, le virus a commencé à diffuser dans la population générale. À l'époque, on n'avait aucun traitement contre le virus du sida, contre le VIH. Et donc, rien n'a montré de manière plus frappante que les problèmes de drogue sont toujours, j'ai presque envie de dire d'abord, des problèmes de santé publique. C'est aussi des problèmes de sécurité publique, évidemment. Mais si on oublie la dimension santé publique, on est à peu près sûr de faire une grosse erreur. Alors, vous nous proposez un historique, l'histoire moderne de ces produits qui commence en fait il y a 2 siècles avec l'isolement de la morphine
et la prohibition au début du XXe siècle. Tout à Et, fait. et les premières conférences font un distinguo entre les substances qui ont une utilisation thérapeutique, comme la morphine, et les autres qui n'ont pas d'usage médical. Oui, tout à fait. Ça a été d'emblée le principe premier de ces conventions. Alors, pour le dire vite, ces conventions étaient liées à ce que les Anglais faisaient en Chine, c'est-à-dire qu'ils déversaient sur la Chine La guerre de des l'opium. voilà, les fameuses guerres de l'opium du milieu du 19e siècle, et les premières conventions portaient sur l'opium. Mais très rapidement, il s'est agi de savoir à partir de quels critères on jugerait. Et donc, on a considéré qu'il y en avait deux. D'une part, la dangerosité. En fait, on va se rendre compte que c'est très compliqué de juger de la dangerosité d'une substance, mais en tout cas, il y avait évidemment un critère de dangerosité. Mais le deuxième critère, c'était est-ce qu'il y a des utilisations médicales ? Et la morphine en est le meilleur exemple, parce que la morphine, c'est une substance qui a absolument révolutionné ce qu'on appelle aujourd'hui l'algologie, la médecine de la De douleur. la douleur, oui. À cause de sa puissance, ça a d'abord changé ce qui se passait en chirurgie de guerre, hein, parce que, évidemment, tout ce qui se faisait en chirurgie de guerre avant la morphine, ça provoquait des douleurs absolument terribles. Et puis ensuite, la morphine a commencé à diffuser dans la société, d'ailleurs, à partir de ceux qui étaient les plus proches de la substance, c'est-à-dire les médecins, les pharmaciens, les infirmiers et leurs épouses, parce qu'à l'époque, le monde médical était très, très masculin. Donc, la morphine a forcément eu un statut particulier. Je prends un deuxième exemple, celui de la cocaïne. La cocaïne, lorsqu'elle a commencé à être utilisée en médecine humaine, à la fin des années 70, 1870, début des années 80, Freud a eu à connaître de toute cette histoire, a totalement révolutionné et la chirurgie de l'œil et la chirurgie ORL à cause de cette très puissante propriété d'anesthésie locale. Qui a été vite abandonné, d'ailleurs. Voilà, ça a été vite abandonné parce qu'on a rapidement trouvé des substances qui avaient ces mêmes propriétés d'anesthésie locale, mais qui n'avaient pas d'action psychoactive. Et donc, la cocaïne a été très vite abandonnée comme drogue. Et donc, dans les conventions, les toutes premières conventions qui ont été signées au début du XXe siècle, elles n'avaient évidemment pas le même statut que la morphine, car elle était considérée comme une drogue dangereuse, c'était aussi le cas de la morphine, mais sans utilisation, sans application thérapeutique. Alors là, puisque vous parlez de la cocaïne, j'avais envie qu'on parle à la fois du cannabis et de la cocaïne. Est-ce que vous expliquez dans votre livre sur la cocaïne, en fait, vous mettez les substances par groupe et vous expliquez donc qu'il y a des drogues qui sont légales, des drogues qui sont illégales, que certaines sont thérapeutiques, pas thérapeutiques. La cocaïne n'a plus aucun effet médical, à l'inverse du cannabis, par exemple. Oui, tout à fait. Alors, pour le cannabis, en fait, les choses sont beaucoup plus compliquées parce que autant les principes actifs comme la morphine, qui est isolée au début du 19e siècle, hein, ou la cocaïne, qui est isolée aux alentours des années 1860, donc sont isolés au 19e siècle précisément, on ne parvient pas à trouver le ou les principes actifs du cannabis. Et pour une raison assez simple, c'est que les principes actifs du cannabis sont chimiquement beaucoup plus compliqués, et ça n'est qu'en 1964 que le grand chimiste israélien Raphaël Mechoulam va isoler le principal principe actif du cannabis, le tétrahydrocannabinol, qu'on appelle aussi THC pour aller vite. Et on va donc, à cette occasion, redécouvrir toute une série de propriétés thérapeutiques des cannabinoïdes. Et il y a aujourd'hui un très grand nombre de pays dans lesquels il y a un cadre légal spécifique pour le cannabis à usage thérapeutique. En France, c'est un dossier qui avance avec d'extrêmes difficultés. Il est sans arrêt remis au lendemain. Je doute que dans l'ambiance actuelle, ce soit une priorité, on ait des avis très éclairés sur cette question. Donc, en France, il n'y a toujours pas de cadre légal pour le cannabis à usage thérapeutique, mais ça finira forcément par se faire. Il y a une expérimentation qui a lieu quand même. Oui, mais elle est interminable. Hein. C'est une expérimentation
qui a été remise à plusieurs fois, vraiment sous des raisons qui sont plutôt des prétextes qu'autre chose. Donc on sent bien qu'il y a tout de même dans la société française, dans certaines institutions, je n'en citerai aucune pour ne fâcher personne, mais enfin si vous me le demandez avec insistance, je le ferai. Il y a dans la société française une vraie résistance à accepter cette idée que le cannabis peut aussi avoir des propriétés thérapeutiques. Et c'est ça qui est un peu énervant, parce que en matière de drogue, on peut tout à fait soutenir la proposition suivante. Toutes les drogues aujourd'hui illicites ont été, sont ou seront des médicaments. La distinction entre drogue et médicament, elle est très difficile à faire. D'ailleurs, les anglo-saxons n'utilisent qu'un seul mot, le même mot pour désigner les deux, c'est drug. Drug, ça veut dire aussi bien un médicament qu'une drogue. Là, puisque vous évoquez le cannabis, on expliquait qu'il y avait des raisons qui étaient politiques, qui étaient sociales. Et dans le chapitre qui est consacré au cannabis, vous dites en fait le chanvre fait concurrence au nylon, promu alors par Dupont de Nemours. Oui. Alors ça, c'est une histoire, enfin ceux qui s'intéressent à l'histoire du cannabis connaissent bien cette affaire. Il s'avère qu'il y a eu une prohibition de l'alcool aux États-Unis qui s'est terminée, sur laquelle il y a des choses passionnantes à dire. Hein. Oui, vous le développez dans votre livre. Et qui s'est terminée en 1934. Et puis en 1937, pour des raisons qui semblaient assez obscures tout de même, il y a eu une immense campagne en particulier mené par celui qui était à la tête de la lutte contre les stupéfiants et qui est resté pendant 30 ans, qui s'appelle Harry Anslinger, contre le cannabis. On se moque aujourd'hui de cette propagande qui expliquait qu'il suffisait de fumer une taffe de cannabis et on tombait dans le crime, dans la déréliction et dans les perversités sexuelles les plus importantes. Toujours est-il que le cannabis a été interdit et que quand on cherche à comprendre pourquoi il a été interdit, on tombe sur quelque chose de très intéressant et qu'un grand pharmacologue anglais, David Nutt, résume comme ça. Si on veut comprendre l'histoire du cannabis, il faut suivre 3 fils rouges. Il faut suivre le fil rouge du médicament, il faut suivre le fil rouge de la drogue, mais le 3e fil rouge est très important, c'est celui de la fibre. Parce que pendant des siècles, les voiles des bateaux, les cordages des bateaux étaient faits en chambre parce qu'il a d'extraordinaires propriétés d'imputrescibilité. Et donc, on utilisait très largement ces propriétés. Il s'avère qu'au moment où le cannabis est interdit, eh bien, on vient de découvrir les textiles synthétiques comme le nylon et qui détrône le chanvre. Qui détrône le chanvre, d'autant plus que le chanvre est interdit. Et que quand il est interdit, à la fois la drogue récréative, disons, le médicament et la fibre sont interdits. Donc voilà un concurrent en moins. Et il s'avère que Dupont de Nemours a assez largement participé à cette période qu'on appelle Reefer Madness, la folie du joint, a participé à toute cette diabolisation. Bien aidé par Citizen Kane, Randolph Hearst. Absolument, c'est tout à fait exact. Alors, le chanvre disparaît, le cannabis disparaît jusqu'au milieu des années 60 et devient le symbole de la vague de contestation occidentale. Oui, tout à fait. Alors ça fait partie de de ce que un philosophe appelait la taupe de l'histoire, hein, c'est-à-dire qu'il y a un problème qui semble résolu. En réalité, ce problème continue à avancer souterrainement et puis il réapparaît loin de l'endroit où il a disparu. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le cannabis. Le cannabis, à partir disons, du milieu des années 60, il y a un nouvel acteur sociologique qui apparaît sur la scène du monde et qu'on appelle maintenant sans difficulté la jeunesse. Alors qu'est-ce que veut la jeunesse, en particulier la jeunesse américaine? D'abord, la jeunesse américaine ne veut pas partir majoritairement au Vietnam faire la guerre. La jeunesse américaine trouve que la société est extrêmement autoritaire. Elle est autoritaire dans le monde du travail, elle est autoritaire dans la vie familiale, elle est autoritaire dans la vie sexuelle, et ils rêvent en quelque sorte d'une autre société
beaucoup plus libre. Et une des manières, en quelque sorte, de vivre et de faire savoir qu'elle est hostile à cette société, c'est de fumer du cannabis. Et donc, le cannabis devient l'un des symboles de cette révolte de la jeunesse dans le monde occidental, donc d'abord aux États-Unis, et puis ensuite en Europe. Alors, vous avez une formule choc, vous dites un gamin de 17 ans qui n'a pas essayé fait partie actuellement en Europe d'une minorité. Oui, alors ça montre à quel point il y a eu une banalisation de la consommation de cannabis. Je crois d'ailleurs que à ce moment du livre, je cite un travailleur social qui pourrait dire à un parent dont l'enfant, un garçon surtout, parce que les garçons consomment plus que les filles, un garçon qui, à 17 ans, ne consommerait pas de cannabis, pourrait leur dire « Écoutez, votre fils est probablement assez isolé socialement, parce qu'il est non-consommateur ou il n'a jamais essayé de consommer du cannabis. » Donc c'est sûr que, enfin, aujourd'hui, en tout cas dans le monde occidental, mais c'est vrai dans le monde en général, la drogue illicite la plus consommée, c'est de très loin le cannabis. Il y a eu des légalisations. L'Uruguay est le premier pays à le légaliser en 2013, mais vous expliquez, le marché clandestin continue à représenter les 3/4 des ventes. Oui, parce que, disons, les choses, dans un premier temps, n'ont pas été bien faites en Uruguay. Alors, c'est une histoire assez étonnante. C'est-à-dire que le président de l'Uruguay de l'époque, Pepe Mujica, était un ancien guerriero qui avait... disons qui par volontarisme a décidé que l'Uruguay serait le premier pays à légaliser le cannabis qu'on appelle récréatif ou adulte, c'est-à-dire un cannabis qui n'a pas d'objectif de nature thérapeutique. Et donc, pardon, donc il l'a bien fait, mais pas grand-chose n'était prêt pour que le dispositif fonctionne correctement, et donc assez longtemps, parce que 2013, ça veut dire qu'il y a plus de 10 ans que l'Uruguay a légalisé le cannabis récréatif. Au début, ça marchait très mal et le marché clandestin continuait à représenter l'essentiel. Ça va mieux maintenant avec les années. Ils se sont organisés. En Uruguay, ce sont les pharmacies qui distribuent le cannabis. On a le sentiment que les Pays-Bas ont légalisé avec les coffee shops. En fait, vous expliquez, c'est Malte, le premier en Europe qui a légalisé le cannabis récréatif. Alors oui, ce malentendu sur la Hollande, pour moi, ça résume toutes les difficultés qui sont liées, disons, à ce qui se passe dans le champ des drogues illicites. Je vais essayer d'aller vite. Non, c'est très très important parce qu'effectivement, on focalise sur le cannabis par rapport aux autres produits. Vous dites que la dépendance avec le cannabis est faible, les overdoses n'existent pas, alors que les drogues licites ou non ont tué des dizaines de milliers de personnes. Oui, bien sûr. Bien sûr, ça, je pense que la plupart des addictologues sont d'accord avec cette proposition. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1976, la Hollande a décidé d'accorder une faible priorité à la question du cannabis. Et donc, ils ont autorisé des coffee shops à vendre des petites quantités de cannabis plutôt aux jeunes Hollandais, mais il y a eu effectivement comme on dit, tourisme de la drogue. Le cannabis qui est aujourd'hui encore vendu dans les coffee shops, d'où il vient ? Il vient du marché clandestin. Et c'est tout le problème aujourd'hui pour les Hollandais de se sortir de ce qui a fini par devenir un piège. Pourquoi ? Parce qu'il était facile pour des groupes criminels de posséder de manière discrète, avec des prête-noms, ces coffee shops. Les Hollandais n'ont jamais légalisé le cannabis, contrairement à ce que 99 Français sur 100 pensent. Alors c'est vrai qu'on peut aller dans un coffee shop pour obtenir du cannabis. Pourquoi est-ce que les Hollandais ont fait ça ? C'est-à-dire séparer deux marchés illicites, celui du cannabis et celui des autres drogues illicites. L'enjeu était un enjeu de santé publique. Ils ne voulaient pas que quelqu'un ou quelqu'une qui veut se procurer un peu de cannabis
ne se voient pas aussi proposer de la cocaïne, de l'héroïne, de l'ecstasy, que sais-je, d'autres drogues qui sont plus dangereuses que le cannabis. Donc l'objectif, c'était un objectif de santé publique. Mais sur le plan de la sécurité publique, malheureusement, le bilan est plutôt négatif. Et d'une manière générale, 2 pays, aujourd'hui en Europe, la Belgique et la Hollande, ont malheureusement des groupes criminels sur leur territoire qui sont hyper puissants. Quel est votre sentiment par rapport à la légalisation? À la légalisation du cannabis, Mmh. je pense que c'est... écoutez, il me semble que le meilleur argument en faveur de la légalisation du cannabis est le suivant. Depuis 2013, la majorité des 50 États américains, donc ça doit faire 26 ou 27 États, ont légalisé le cannabis récréatif. Malte a légalisé le cannabis récréatif. Le Luxembourg et surtout, tout récemment, l'Allemagne a légalisé le cannabis à usage récréatif. Aucun de ces pays, je dis bien aucun de ces pays, n'est revenu en arrière. Ils ont pu modifier les choses, ils ont pu apprendre à gérer cette question autrement, ils ont pu faire des erreurs dans la mise en place de ce nouveau marché légal, mais aucun n'a dit « c'est un échec, on revient à la prohibition du cannabis ». Et à mon avis, ça signe le fait que oui, la bonne politique, ça consiste à légaliser le cannabis, et pour 2 raisons. La première, c'est que les services répressifs peuvent se concentrer sur d'autres drogues, plutôt que faire, comme on dit, la course aux chiteux, aux gens qui consomment du cannabis. Et ensuite, parce que c'est un premier mouvement vers une déconstruction de cette politique internationale, cette politique globale de prohibition des drogues, qui a maintenant à peu près un siècle, tout petit peu plus d'1 siècle. Ça a raté la prohibition punitive? Je pense que la prohibition punitive a été un échec terrible. Alors pendant l'épidémie de sida, ça a été vraiment un pur désastre. Mais d'une manière générale, si vous voulez, ce qu'on appelle la prohibition punitive, c'est-à-dire la prohibition qui met d'abord en avant, non pas les problèmes de santé publique, mais les problèmes de sécurité publique gérés par la répression, c'est que d'une certaine manière, il y a un effet pervers redoutable, c'est qu'elle favorise les drogues les plus dures. Alors, nous allons faire une pause, puis nous parlerons de la tragique aventure des opioïdes aux États-Unis et de votre travail sur la RDR, la réduction du risque. Non, vous n'êtes pas sur Radio Juin, c'est toujours Radio J, la radio qui vous plaît. On se retrouve effectivement pour continuer la discussion. Drogue, la longue marche, paru aux éditions de l'Harmattan. Le docteur Bertrand Lebeau-Lebovici est avec nous en deuxième partie. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J. De retour, deuxième partie, Drogue, la longue marche, paru aux éditions l'Harmattan. La longue marche, on a compris en première partie pourquoi elle était longue, cette marche. Juste avant de vous poser une question sur le contexte à la fois européen et mondial, sur la consommation de la drogue, le docteur Bertrand Lebeau-Lebovici est avec nous. Juste une question. Si on sort de la drogue, à partir de quel moment, vous qui êtes médecin addictologue, on peut se rendre compte, on peut apprécier qu'on a basculé dans une addiction? C'est quand on... Alors, si vous voulez, ce qui est au cœur... À partir de quel moment c'est grave, docteur? Ce qui est au cœur de l'addiction, c'est le fait qu'on continue à consommer alors qu'on sait que ça a des conséquences très négatives pour soi et même pour les autres. C'est ça c'est-à-dire qu'on ne contrôle plus sa consommation. En clientèle, docteur Lebovici, je vois très régulièrement des patients des années 60, 70 qui continuent à prendre un petit joint. C'est dangereux, c'est pas dangereux, c'est l'addiction, c'est pas de l'addiction. Écoutez,
ce qu'on peut dire à propos du cannabis, c'est que ça n'est pas une bonne idée de le fumer. Pourquoi ? Parce que la fumée du cannabis comporte énormément de substances qui sont proches de celles de la combustion du tabac. La combustion, d'une manière générale, ça n'est pas bon pour les poumons. C'est pour ça que on a, justement, c'est d'ailleurs une politique de réduction des risques, on a promu la vaporisation qui permet d'inhaler les principes actifs sans qu'il y ait de combustion. C'est en expérimentation, là, actuellement, ça existe c'est quelque chose qui se développe, pas mal. À part ça, donc en dehors de cette toxicité pulmonaire, disons, la toxicité générale du cannabis est assez faible. Si on la compare à celle de l'alcool ou à celle de médicaments psychotropes comme les benzodiazépines, elle est très inférieure. Hein. Donc, c'est pas dans ce domaine-là que la réduction des risques est la plus cruciale. C'est plutôt dans le domaine de drogues qu'on appelle souvent des drogues dures, et qui peuvent être consommées soit en étant sniffées, comme on dit, soit même en étant injectées ou en étant avalées. Et là, effectivement, il y a d'autres problèmes qui se posent. Puisque vous parlez de la réduction des risques, c'est vraiment quelque chose autour duquel vous avez énormément travaillé. Vous dites dans votre ouvrage, les seringues propres, elles sont dans une large partie du monde absolument inaccessibles. Seringues propres inaccessibles, le partage et les contaminations sont la règle. Cette réduction des risques, c'est né quand exactement ? C'est fin des années 80 ? C'est vraiment né avec l'épidémie de sida. Et d'ailleurs, ce qui est très frappant, c'est de constater que lorsqu'en France, après le décret Barzac de mai 87, les seringues ont été remises en vente libre, après 15 ans de prohibition, les utilisateurs de drogues injectables qui avaient besoin d'une seringue ont immédiatement compris qu'il devait y avoir un danger considérable si on prenait une telle mesure. Et ils ont très rapidement changer leur comportement de partage. Ils ont, pour leur grande majorité, cessé de partager une seringue. Et à l'époque, c'était d'autant plus frappant qu'on voyait bien qu'en revanche, les pratiques sexuelles mettaient beaucoup plus de temps à changer. Par exemple, l'utilisation systématique dans un rapport sexuel avec une personne avec laquelle on n'a pas l'habitude de vivre, d'un préservatif. Ça, c'était beaucoup plus compliqué. Ou le fait de limiter le nombre de ses partenaires. Et donc, on est arrivé à ce paradoxe, c'est qu'il était relativement facile, lorsqu'on mettait en place des politiques d'accès aux seringues propres et qu'on le faisait savoir, de modifier le comportement à risque, c'est-à-dire celui du partage de seringues, alors qu'il était beaucoup plus difficile de modifier les comportements sexuels. Alors, même question que celle que Serge vous a posée tout à l'heure par rapport à la consommation, pourquoi pas d'un petit joint. Les salles de shoot, quel est le bilan Alors, est-ce que c'est une bonne chose ? Nous, on préfère appeler ça des SCMR, des salles de consommation à moindre risque, et maintenant, le gouvernement a décidé de les appeler halte soins addiction, ce qui, à mon avis, n'est pas une bonne idée, parce que dans l'expression halte soins addiction, on ne comprend absolument plus qu'il s'agit de lieux dans lesquels des usagers actifs vont consommer, souvent sur un mode injectable, des substances qu'ils ont achetées dans la rue, qui peuvent être d'ailleurs qui peuvent être aussi, ou souvent, des médicaments détournés de leur usage. Donc c'est vrai, salle de shoot, c'est un peu stigmatisant, mais au moins ça a le mérite d'être clair. Salle de consommation à moindre risque, c'est comme ça que je dirais. Halte soins addiction, on ne comprend plus grand-chose. Quel est l'objectif ? L'objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait moins de personnes marginalisées qui consomment, voire qui injectent dans la rue. Ça, c'est la première raison. La seconde raison, c'est d'éviter un certain nombre de complications liées à l'injection, en particulier de limiter la dissémination du VIH, mais surtout du virus de l'hépatite C parmi les injecteurs de drogue. Et la troisième raison, c'est de faire en sorte qu'il y ait moins de seringues dans l'espace public. Donc, lorsque des salles de consommation, il y en a en Europe, ce sont les Suisses qui, j'allais dire comme d'habitude, parce que la Suisse est vraiment le pays où les politiques de drogue sont
de loin les plus intelligentes en Europe. C'est en Suisse que ces salles de consommation sont nées, mais maintenant il y a un grand nombre de pays européens, c'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas des Pays-Bas, c'est le cas de l'Espagne, où il y a des salles de consommation à moindre risque. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque ça se passe bien, et ça se passe bien si les services répressifs et les services de prévention et de soins s'entendent sur le type de politique qu'il faut mener, si ça se passe bien, ça présente à la fois des avantages en termes de santé publique et des avantages en termes de sécurité publique. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'habituellement, les riverains, comme on dit, sont opposés, évidemment, à l'ouverture d'une salle de consommation là où ils habitent. Les scènes ouvertes, comme vous dites. C'est ça. Alors, les scènes ouvertes sont à l'origine, en fait, de ces salles de consommation. Et il y a un acronyme anglais qui est NIMBY, NIMBY, ce qui veut dire Not in my backyard. Vous mettez ça, ce centre de soins pour personnes handicapées, ce centre de soins en toxicomanie, etc. Vous mettez ça où vous voulez, mais pas à côté de chez moi. Bon. Donc, c'est vrai que le plus souvent, les riverains sont hostiles à l'ouverture d'une salle de consommation. Et puis, il y a aussi une dimension très politique aux salles de consommation. C'est que, par exemple, ça fait maintenant plusieurs années qu'il est question d'ouvrir une salle de consommation à Marseille, car actuellement, il n'y a que 2 salles de consommation en France. L'une à Paris, l'autre à Strasbourg. À Marseille, il faudrait au moins une salle de consommation. Peut-être plusieurs, mais au moins une. Et chaque fois qu'elle est sur le point d'ouvrir, eh bien, il y a une difficulté, il y a un grain de sable dans la machine et on remet à plus tard cette ouverture. Donc, on voit bien que là aussi, pour des raisons très différentes, il y a des réticences essentielles au développement de ces salles. Bon, qu'est-ce que vont changer, docteur Lebovici, l'arrivée sur le marché des produits, les fentanyloïdes qui ont une action 10 000 fois plus puissante que la morphine? Ouais, alors ça, c'est la grande, je sais pas comment dire, la grande tragédie ou le grand drame américain. Je dis américain parce qu'il est à la fois états-unien et canadien. Donc, c'est une histoire qui a commencé au milieu des années 90, lorsque des laboratoires ont mis sur le marché la nouvelle galénique, c'est-à-dire une nouvelle forme d'une molécule qu'on connaissait depuis très longtemps, qui s'appelle l'oxycodone. Sur le plan commercial, ça s'appelle l'oxycontin. Les laboratoires, et en particulier, il y en a un qui est très célèbre, qui s'appelle Purdue Pharma, les laboratoires ont fait un pushing publicitaire absolument ahurissant sur ces médicaments. D'autant une pub très, très agressive. Oui. D'autant qu'aux États-Unis, et ça c'est une énorme différence avec l'Europe, on peut faire de la publicité pour des médicaments sur prescription en direction du grand public. Il n'y a pas un pays européen qui ait une règle de cette nature. Donc les consommations d'oxycontin ont véritablement explosé jusqu'au moment où elles ont commencé à provoquer pas mal d'overdoses. Et là, on a demandé au laboratoire de faire quelque chose et les mesures tout à fait stupides que le laboratoire a prises ont fait que beaucoup de gens sont passés sur le marché clandestin pour acheter de l'héroïne parce qu'ils n'arrivaient plus à se faire prescrire de l'oxycontin. Et c'est à ce moment-là que les cartels mexicains, qui avaient vu que la demande d'opiacés augmentait, ont mis sur le marché des fentanyls issus du marché clandestin. Alors, ce qui est intéressant de noter, parce que c'est très géopolitique cette affaire, d'où viennent les précurseurs des fentanyloïdes? De Chine. Alors bon, c'est difficile d'imaginer qu'un pays big brotherisé comme la Chine, où tout le monde est surveillé par tout le monde, est un pays où l'État chinois ignore qu'il y a un certain nombre de précurseurs fabriqués en Chine et qui sont vendus au cartel mexicain. Mais en tout cas, c'est comme ça. Donc, la Chine produit des précurseurs, les cartels mexicains font des fentanyloïdes, qui sont des opioïdes 10 fois, 100 fois, 1000 fois, jusqu'à 10 000 fois pour un fentanyloïde qui s'appelle le carfentanyl, qui n'a pas normalement d'indication humaine, qui est uniquement utilisé pour endormir de gros animaux. Et donc, ces substances se retrouvent sur le marché. Les personnes qui en consomment ignorent s'il y en a ou pas et en quelle quantité. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est-à-dire à partir de 2005-2010, le nombre d'overdoses a véritablement explosé. C'est devenu la première cause de mortalité aux États-Unis.
Depuis que cette crise a commencé, il y a eu environ 500 000, un demi-million de personnes qui sont mortes aux États-Unis. Alors, qui est mort ? C'est très troublant parce que pour la première fois depuis très longtemps, ce ne sont pas des minorités visibles comme les Blacks, les Afro-Américains ou les Hispaniques. Ce sont Les petits blancs. des petits blancs, des blancs de la ceinture de rouille qui avaient perdu leur travail, qui se sont mis, en quelque sorte, pour oublier leur malheur, Sans à se espoir, mettre sans espoir. à consommer ces substances. Et donc, il y a eu au départ, parce que maintenant c'est moins vrai, il y a eu au départ principalement des Blancs qui ont été victimes de ces overdoses mortelles, ce qui était très frappant, parce qu'avant, ce n'était pas du tout comme ça. Est-ce qu'on est à l'abri en Europe, en France, puisqu'on utilise, nous, assez largement le tramadol, et j'ai vu qu'à partir du 1er décembre, la prescription serait sur ordonnance sécurisée, donc probablement qu'il y avait un danger également. Alors bon, le tramadol, c'est pas un fentanyloïde, hein, mais C'est un plus petit. mais c'est un opioïde en revanche. Et souvent, les médecins en prescrivent sans expliquer aux patients qu'il faut quand même faire attention à ce médicament. Alors, il est certain que les pays européens sont mieux armés que les États-Unis pour affronter une telle affaire. D'abord parce que le système de santé européen, en général, il est beaucoup plus inclusif que le système de santé américain. L'accès aux soins aux États-Unis pour des populations entières est extrêmement problématique. Ce n'est pas le cas en Europe. Ensuite, partout en Europe, il y a des capteurs qui permettent de savoir où en est la prescription d'un certain nombre de substances. Mais sur le fond, je serais surpris que les fentanyloïdes ne finissent pas par arriver massivement en Europe. J'espère pas, mais il n'est pas du tout sûr que ce soit pas le cas. Et dans ce cas-là, on le saura très vite parce qu'il y aura immédiatement un très grand nombre de décès par overdose. Donc ça, c'est un des mystères ou c'est une des questions dont l'avenir est porteur. On passe tout de suite à la chronique du docteur Vladimir Mitz. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio Bonjour Vladimir. Bonjour chers collègues. Alors la douleur, information importante de l'évolution post-opératoire. Vous souhaitiez nous apporter quelques réflexions sur l'utilisation des opiacés en chirurgie esthétique également. Et oui, après vous avoir entendu parler de ces grands traits politiques concernant ces drogues, je voudrais revenir à l'histoire du patient. C'est-à-dire qu'on a très souvent un patient qui nous téléphone, ou l'infirmière nous téléphone. « Docteur, j'ai mal, c'est insupportable, les petits médicaments que vous m'avez donnés, ça marche pas, il me faut le paracétamol, n'agit pas sur moi, j'ai besoin que vous calmiez cette douleur, c'est insupportable. » Et c'est vrai qu'en tant que médecin ou chirurgien ou réanimateur, on vit au contact de patients pour lesquels la douleur est devenue quelque chose d'inconnu, d'interdit. Depuis la loi Kouchner en 1998, il y a eu des grands progrès parce que, en fait, les soignants ont déclaré la guerre à la douleur. Et donc, cette déclaration de guerre, il faut des armes. Et parmi ces armes, il y a toutes les drogues que vous avez mentionnées et que nous avons, nous, connues quand on est chirurgien, on travaille avec des anesthésistes qui utilisent justement une partie de ces drogues pour endormir les patients avec une très grande efficacité et ils les réveillent. Et en fait, un phénomène qui est très étrange et passionnant, c'est que ces patients ne deviennent pas addicts. Et je voudrais donc, moi, rebondir sur tout ce que vous avez dit, parce que notre ennemi à nous, il est double. C'est la douleur et l'addiction. Alors l'addiction, on la voit aussi chez certains de nos patients, parce que certains d'entre eux ont des résistances à beaucoup de drogues et il leur faut des quantités, une puissance antalgique qui est insoupçonnable par nous au départ. Et c'est toujours un peu angoissant pour nous quand les patients nous disent cette phrase « Docteur, les médicaments que j'ai reçus n'ont pas guéri ma douleur, j'ai encore mal. » Alors on peut se poser la question, pourquoi les patients ont mal ? Il y a des causes réelles. C'est quand on opère dans une articulation, quand on traverse la peau, quand on est à l'intérieur du corps. Mais quand même, il y a une grande inégalité de la perception des douleurs. La chirurgie esthétique réparatrice fait mal, Dr Mitz ? Eh bien, tout dépend comment elle est faite. Il y a des chirurgiens qui sont violonistes, qui sont très doux avec leurs coups de bistouri
et qui sont donc peu blessants, si j'ose dire. Il y a peu d'attrition et il y a des chirurgiens qui sont assez brutaux. Ce qui fait mal, c'est quand on étire les nerfs, quand on les écarte avec violence. Et c'est ça qui entraîne cette douleur. Et donc, nous voyons, nous, actuellement, aussi, avec anxiété, ces patients qui nous réclament des drogues de plus en plus puissantes et même en prévention. C'est-à-dire que s'il n'y a pas sur l'ordonnance du tramadol, on est considérés comme des apôtres de leur douleur post-opératoire. Alors je voudrais avoir un petit peu votre opinion sur ce problème important. Vous nous avez développé comment l'habituation de la société aux drogues s'effectue, mais qu'en est-il de la lutte contre l'addiction ? Est-ce que mes confrères ont des moyens de lutter contre cette addiction et comment doivent-ils faire ? Alors, je vais essayer de vous répondre. Je pense que le niveau de connaissance du grand public sur les drogues en général, et en particulier sur les opiacés ou opioïdes, parce que ça désigne le même type de substance, il est très insuffisant. Tout à l'heure, je disais qu'il y a des médecins qui prescrivent du tramadol, seuls ou accompagnés de paracétamol. C'est une association qui est fréquente. Et d'ailleurs qui peut poser des problèmes. Moi, j'y suis hostile parce que j'ai vu des patients qui avaient un problème d'addiction et qui consommaient des quantités gigantesques de paracétamol tramadol. Et le problème, ça n'était plus le tramadol, c'était le paracétamol, parce qu'au-delà d'une certaine quantité, le paracétamol a une vraie toxicité pour le foie. Et d'ailleurs, une des premières causes de greffe de foie, ce sont des hépatites toxiques. Bref, je ferme la parenthèse. Donc, il y a des médecins qui prescrivent du tramadol à leurs patients sans même leur expliquer ce que c'est que le tramadol, à quoi ils doivent faire attention. Donc, je pense qu'il y a d'abord quelque chose qui est de l'ordre de l'information. Ensuite, il y a effectivement des médecins qui ne prescrivent pas bien certains médicaments puissants. Je vais vous donner un exemple. Il y a des fentanyls qui sont sur le marché français. Le premier fentanyl a été synthétisé en 1959, c'est-à-dire il y a plus de 60 ans, 65 ans, et il a fallu du temps d'ailleurs pour que des fentanyloïdes apparaissent sur le marché clandestin. Ça ne se fait pas comme ça en quelques heures ou en quelques jours. Alors, sous quelle forme il y a des fentanyls en France ? Il y a des patchs de durogésique qui permettent de faire passer à travers la peau un fentanyl pendant de longues périodes. Il y a aussi des sucettes dactiques, donc qu'on peut sucer et qui permettent, à travers la muqueuse de la joue, de faire passer ce médicament. Et puis, il y a une forme qui s'appelle l'Instanil, qui porte bien son nom, et c'est un spray. Normalement, un médecin ne peut pas prescrire d'Instanil sans avoir un traitement de fond derrière, par exemple du durogésique. Et donc, on prend de l'Instanil le moins souvent possible. Quand on a vraiment des douleurs qu'en médecine on appelle exquises, des douleurs extrêmement élevées. Sinon, on se contente du durogésique. Sauf qu'il y a des médecins, puisque moi j'ai reçu leurs patients, il y a des médecins qui ont prescrit de l'Instanil tout seuls. Et sans expliquer aux patients qu'il y avait quelque chose de dangereux. Pourquoi ? Parce que lorsque c'est un spray buccal, il provoque ce qu'on appelle un high, il provoque une augmentation très brutale de la substance dans le corps, dans le sang, et donc il y a un effet, entre guillemets, flash de la substance. Et ça, évidemment, ça peut faciliter la reprise du médicament, et ce, jusqu'à l'addiction. Donc je pense qu'il y a à la fois un travail d'explication à faire en direction du corps médical pour que les médecins acceptent de mieux prescrire, et un travail en direction des patients pour que les patients aient plus conscience des dangers qui sont liés à ces médicaments. Parce que pour le reste, et j'en finirai là, c'est un grand progrès que d'essayer de gérer la douleur, en particulier la douleur post-opératoire. La douleur post-opératoire, elle est très vive, elle ne dure pas très longtemps, et elle peut être gérée par des médicaments très efficaces. Mais parfois, on va utiliser ces produits que Vladimir va utiliser pendant quelques jours sur des périodes plus longues et pour des pathologies qui ne sont plus les pathologies de fin de vie ou les pathologies qui étaient graves pour lesquelles on prescrivait ces produits il y a quelques années. Oui, tout à fait, c'est exact. De ce point de vue-là, ce qui s'est passé aux États-Unis doit évidemment, mais c'est le cas,
Je pense que les pouvoirs publics dans les différents pays européens sont quand même, vu ce qui s'est passé aux États-Unis et au Canada, ils pourront pas dire ah bon, on savait pas, on n'était pas informés, ça nous tombe dessus sans prévenir. Ils pourront pas dire ça. Donc jusqu'à présent, il n'y a pas eu massivement d'arrivée de ces fameux fentanyloïdes. Malheureusement, il y en a d'autres. Il y a d'autres médicaments qui s'appellent les nitazenes, qui sont aussi des substances opioïdes ultra puissantes. Non, mais je peux encore dire un mot là-dessus. Il y a quelque chose qu'on appelle la loi des reins de la prohibition. C'est quoi la loi des reins de la prohibition? C'est que ce qui est intéressant pour les trafiquants, c'est la substance la plus puissante dans le volume le plus petit. Par exemple, l'opium, c'est beaucoup plus compliqué à trafiquer que l'héroïne. L'opium, ça colle, ça pue, ça prend de la place, ça a toutes les caractéristiques d'une drogue très compliquée à trafiquer. L'héroïne, beaucoup plus facile. Et il y a encore plus facile que l'héroïne, c'est les fentanyls, parce que les fentanyls sont infiniment plus puissants que l'héroïne, et donc le volume qu'ils occupent à pouvoir égal est bien plus petit. Et donc, malheureusement, un des grands effets pervers de la prohibition, c'est que d'une certaine manière, elle sélectionne les substances les plus dangereuses. Il faut revenir aux fumeries d'opium d'autrefois. Alors ça, je pense que l'histoire ne repasse pas les plats, donc probablement ça appartient au passé, mais je connais une association qui s'est créée et qui milite pour qu'on autorise les personnes qui ont pris leur retraite à pouvoir fréquenter des fumeries d'opium, qui seraient évidemment interdites aux jeunes gens et à ceux qui travaillent. Eh bien, ça fait 45 minutes que nous faisons le bilan, voilà, de cette longue marche. On en est où de cette marche au jour d'aujourd'hui? Quelles sont les solutions, les alternatives? On arrive à la fin de cette émission, il nous reste 2 minutes. Vers quoi est-ce qu'on peut aller? Parce qu'on a l'impression que le marché des narcotrafics multiples, hein. On a parlé de l'Europe, Marseille tout à l'heure, les États-Unis et qui va se développer avec des produits de plus en plus puissants. On va vers où? Dans un monde de plus en plus drogués? Écoutez, il est probable que jamais l'humanité n'a été aussi encline à consommer des drogues, ce qui est évidemment un problème. Enfin, personne ne dispose d'une baguette magique pour diminuer ça. Vous dites le climat est addictogène, la société est addictogène, bien les sûr. événements sont addictogènes. Bien sûr. Non, je peux peut-être finir là-dessus, parce qu'on en a beaucoup parlé, et c'est normal. Il y a quelque chose d'extrêmement inquiétant, c'est qu'on voit se développer aujourd'hui en Europe des pratiques du côté des trafiquants, qui sont celles qui sont largement utilisées par les cartels colombiens et mexicains depuis longtemps. C'est-à-dire recruter des jeunes tueurs de 15 ans en leur proposant une certaine somme d'argent pour qu'ils aillent abattre quelqu'un. C'est l'utilisation massive de la corruption des policiers, des magistrats, des dockers sur les ports. Il y a aujourd'hui, dans les grands ports européens qui reçoivent la cocaïne, le premier c'est Anvers, le deuxième c'est Rotterdam, Le Havre est aussi dans la liste. On retrouve des dockers assassinés et clairement c'est lié à des règlements de compte parce que les trafiquants ont saturé le marché américain de la cocaïne et que ce qui est devant eux, voilà, le nouveau débouché, c'est évidemment l'Europe. Bon, et la prochaine réduction de risque, ce sera de se ruer sur cet ouvrage. Merci. Voilà, c'est déjà une solution. On essaye d'apporter des solutions. Drogue, la longue marche, une préface d'Amine Benyamina. Voilà, le patron de Paul Brousse. Patron de Paul Brousse à Villejuif. Oui, Drogue, la longue marche, le docteur Bertrand Lebeau-Lebovici était avec nous. Les préjugés, l'ignorance, la cupidité sont les 3 obstacles majeurs à des politiques moins meurtrières. C'est un programme un peu vaste, mais bon. Écoutez, on va nous en reparler. Vaste programme. Vaste programme. Le général. Merci Vladimir, merci les 2 Serge, et à la semaine prochaine. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal.